content de vous voir. Nous aussi. On avait un peu hésité à organiser cette rencontre parce qu'il y a quand même le suspense de qui sera déjà rentré, qui va au cinéma en août, tout ça. Donc on a un peu bataillé en disant bien sûr qu'il y aura du monde, tout ça. Et ils nous disaient, vous jurez qu'il y aura plus de 60 personnes et vous êtes 130. Content. Et encore, visuellement, vous êtes encore plus que ça. Ce film, il a été présenté à Berlin, il y a eu le grand prix du jury à Berlin. Christian Petzold, c'est devenu un de nos chouchous. Je raconterai tout à l'heure, mais c'est le seul film qu'on a mis 2 fois en couverture de notre programme à cause du confinement. Et on l'a mis au moment où tout s'est arrêté, et du coup on s'est dit non, on aime vraiment le film, donc on a remis Ondine en couverture, qui est vraiment un film incroyable, avec déjà Paola Ver. Et donc quand on a su que les deux allaient faire une toute petite tournée en France, on a un peu levé le doigt haut, en disant non, il faut absolument venir chez nous. Et donc le premier débat en France, c'est ce soir chez nous. Et d'ailleurs, ils en font 2, puisque demain, ils font une présentation et un débat à Paris. Donc on est un peu fiers, quoi. Et j'allais dire que j'ai assez peu vu de films qui changent de ton de façon aussi subtile pendant le temps de son déroulement, comme un ciel qui s'assombrit. C'est vraiment à ça que je pense en voyant le film. Et le film raconte un peu ça, pour des raisons multiples. Mais, et par ailleurs, voilà, Christian Petzold, c'est vraiment un des cinéastes qui nous intéresse le plus sur la scène européenne, et en Allemagne en particulier, et on ne l'avait jamais reçu. Donc ça me paraît une très très bonne occasion, d'autant qu'elle est absolument formidable en film. Vous allez voir qu'on ne la voit pas pendant une demi-heure. Donc ne l'attendez pas trop, Paula, elle n'est pas là. Vous noterez ce par quoi elle commence par se faire remarquer, parce que c'est drôle et que je pense qu'il en joue de son statut désormais de star européenne, puisqu'on l'a vu entre autres chez François Ozon, c'est l'actrice principale de France par exemple. Elle joue aussi dans Le Chant du Loup, la compagne de François Civil. Donc elle a vraiment une carrière franco-allemande et au-delà désormais. Voilà, donc on les accueille tout. Ils ont raté leur avion, mais donc on a pensé que ça n'allait pas marcher tout ça, mais ils ont réussi à avoir le suivant. Donc ils sont bien là, à Paris, ils mangent et ils nous rejoignent. À tout à l'heure avec Paul Labelle et Christian Petzold. Merci. Merci d'accueillir Paola Ver, Christian Petzold et Cornelia pour la traduction. Et merci à Gustave de Film du Losange. Bonsoir. D'ailleurs, je vais commencer par parler des films du Losange, parce que moi j'ai vu ce film à La Rochelle, et non pas à Berlin. Et Régine Vial a présenté le film en public, et elle a raconté une version de la genèse du film, qui est le Covid à Paris. Et le fait que, pour essayer de se faire pardonner de vous avoir fait venir à Paris pour la sortie d'Ondine, qui n'est jamais sortie à ce moment-là, à cause du Covid, de la fermeture des salles, elle vous a offert un coffret Éric Rohmer. Est-ce que vous pouvez nous raconter la suite et quel est le rapport avec le ciel rouge? C'est un vendredi 13. Das stimmt wirklich. Ja. Ich mache das jetzt. Sorry, I can't speak French because in Germany we have to choose between French and Latin. And my mother wants to make me a doctor for females, yeah? Because she had Oedipal problems, I think, with me. And so I'm very good in Latin. Voilà, c'est la traduction. Donc, en Allemagne, il faut choisir entre le latin et l'anglais. Et comme ma mère voulait que je devienne gynécologue, parce que peut-être qu'elle a un problème médical, elle m'a fait apprendre le latin. Donc, je parle très très bien le latin, mais pas du tout le français. Also jetzt kann ich doch mehr Deutsch sprechen. Ich bin durcheinander. Wir haben gerade einen Snack im Café Flor mit Essen, ein kleines Glas Rotwein getrunken. Donc je continue en français, on vient de prendre
petite collation au café. Faut parler plus fort par contre. Au Café Flore, et j'ai bu un petit verre de vin rouge et je crois que c'était déjà trop. Wir waren am 13. März, Paula und ich, hier in Paris. Und wir haben ein letztes Abendessen in einem Restaurant eingenommen. Und plötzlich wurde in diesem Restaurant die Musik ausgestellt und der Fernseher angestellt. Und Macron hat den Lockdown verkündet. Donc un vendredi 13, nous étions à Paris dans un restaurant en train de dîner. Et à un certain moment, on a baissé la musique, on a même éteint. Et on a allumé la télévision dans laquelle M. Macron a annoncé le confinement. Wir haben es dann mit dem letzten Flugzeug noch aus Paris rausgeschafft. Donc on a pris le dernier avion qui pouvait encore partir de Paris. Und hatten unter dem Arm das Gesamtwerk von Éric Rohmer als Geschenk von Philippe Losange. Avec sous le bras le coffret avec l'œuvre d'Éric Rohmer, c'était un cadeau des films de Losange. Wir kamen dann nicht in Paris, in Berlin an und waren beide mit Covid infiziert. Et on est arrivé à Berlin et tous les deux, on avait attrapé le Covid. Es war die Zeit, in der noch kein Impfstoff am Horizont erschienen ist. Aucun vaccin visible à l'horizon. Ich lag 4 Wochen mit Fieber im Bett. J'ai passé 4 semaines au lit avec la fièvre. Paula, glaube ich, 2 Wochen. Paula 2 semaines. Ich hatte eigentlich vor, mit Paula einen Film zu machen, einen dystopischen Film, der auf einem Roman von Georges Simenon basierte, Der Schnee war schmutzig. J'avais à l'origine l'idée de faire un autre film avec Paula, un film dystopique inspiré d'un roman de Simenon qui s'appelle en français La neige était sale ou La neige Était sale. La neige était sale, hein, il me semble. Ein dystopischer Film und in diesen ersten 2 Wochen im Bett hatte ich keine Lust mehr auf Dystopien. Donc c'était un film dystopique et ces premières 2 semaines au lit m'ont fait perdre mon envie de faire un film dystopique. Ich hatte noch ein langes Gespräch mit Margaret Menegos, die ich eine der großartigsten Menschen, für einen der großartigsten Menschen empfinde. J'avais encore une longue conversation avec Margaret Menegos qui pour moi est une femme, une personne absolument formidable et grandiose. Das war so ein bisschen so, als ob ich in einer Polizeistation wäre und im Grunde genommen mich in Widersprüche verwickle und zum Schluss selber beschuldige. C'était comme être dans un commissariat et s'embourber dans des contradictions au point de paraître coupable ou de me dénoncer comme le coupable. Warum willst du den dystopischen Film machen? Die Welt geht gerade, die Welt wird abgeschlossen, die ist dystopisch. Wir müssen die Welt, so hat sie mit mir gesprochen. Ne? Donc elle m'a dit pourquoi tu veux faire un film dystopique à un moment où le monde est en train d'être complètement clôturé, fermé. Pourquoi tu veux faire ça? Und weil es ja keinen Impfstoff gab, habe ich die Éric Rohmer Gesamtausgabe aufgemacht. Et comme il n'y avait pas de vaccin, j'ai ouvert mon coffret avec tous les films d'Éric Rohmer. Der erste Film, den ich gesehen habe, war aus dem Zyklus der Jahreszeiten, Sommer. Et le premier film que j'ai vu, c'était Les Contes d'été, donc du cycle des 4 saisons. Und ich hatte ein bisschen Angst, die Rohmer-Filme nochmal zu sehen. Ich habe die fast alle gesehen, als die damals in die Kinos kamen. Et j'avais presque un peu peur de re-regarder ces films de Rohmer que j'avais vus au moment de leur sortie. Aber ich dachte, vielleicht langweilt mich das. Es gibt ja die Amerikaner, die sagen, Rohmer-Filme ist so wie Farben beim Trocknen zuschauen und so. Und das war genau das Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Welt, ja, die es gegeben hat, in diesem Moment gegenwärtig nochmal wahrnehmen darf. Et j'avais un peu peur de m'ennuyer en regardant les films. Les Américains disent, bon, les films de Rohmer, c'est comme regarder sécher les couleurs. Et
j'avais cette sensation de pouvoir à nouveau les revivre comme un présent à ce moment-là, quand je les ai regardés. Und dann bin ich süchtig geworden nach Eric Romer und süchtig nach Sommerfilmen. Und so hat die Arbeit an diesem Film begonnen. Et c'est ainsi que je suis devenue en quelque sorte dépendant de ces films. Et c'est ainsi aussi qu'a commencé le travail sur ce film-là. Avec comme idée, du coup, d'isoler un petit groupe de personnages en été, dans un lieu presque unique, au bord d'une plage, dans un dialogue à la fois avec Conte d'été, mais peut-être avec la collectionneuse aussi, tout en travaillant sur des figures du genre, de l'adolescence, du film d'été. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu cet environnement qui vous fait arriver à ce scénario-là? Ja, es gibt eine Tradition des Sommerfilms in Frankreich und es gibt eine Tradition des Sommerfilms in den USA, zum Beispiel im amerikanischen Film. Und es gibt eine unterbrochene, zerstörte Tradition im deutschen Sommerfilm. Il y a une tradition du film d'été en France, il y a une tradition du film d'été aux États-Unis, et il y a une tradition cassée et interrompue dans le film d'été en Allemagne. Von allen diesen 3 Sommerfilmen ist etwas in diesem Film drin. Aus dem amerikanischen Film fahren ja sehr viele junge Leute im Auto im Sommer, ja, zur letzten Tankstelle. Da ist ein Mann mit ganz schlechten Zähnen und der sagt, da hinten gibt es eine Abkürzung, nehmt doch die. Ja. Und dann nehmen sie die Abkürzung und dann ist da ein Cabin in the Wood, also eine Hütte im Wald, und da läuft einer rum, der in seiner Pubertät solche Probleme hatte, dass er die versucht in der Kettensäge zu lösen. Und in dem französischen Film gibt es diese Sommer, wo die Klassen sich vermischen. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal den Film von Guillaume Braque gesehen, den letzten Film, der fantastisch ist. Ja, dann ist der Film mit diesem Mädchen, das das Augenlicht verliert. Eva hieß der Film, das Mädchen, die langsam blind wird. Das sind Sommerfilme, die haben wir in Deutschland nicht. Aber hieß der Film. Bei uns ist es so, in den Sommerfilmen kommen junge Studenten wieder zu ihren Eltern und sagen, ich glaube, ich bin homosexuell. Ja? Oder die Eltern sagen, wir lassen uns scheiden. Und die Kinder geraten dadurch in eine existenzielle Krise. Das ist kein Sommerfilm. Sommerfilme sind Filme, in denen etwas passiert, was das ganze Leben zu einer, was man eine Education sentimentale nennen könnte. Ja? So würde ich das sagen. Alors, de tous ces 3 types de films d'été, il y a quelque chose qui est entré dans mon film. Par exemple, dans les films d'été américains, il y a des jeunes qui, pour les vacances, prennent la voiture, partent, s'arrêtent à une station de service où ils voient un mec avec des dents pourries qui leur dit « Ah, par là, il y a une abréviation, allez par là, vous allez tomber sur une cabane, et près de la cabane, ils trouvent un mec qui doit régler ses problèmes de puberté qu'il n'a jamais pu régler avec une scie à chaîne. Donc, il tombe sur la cabane dans les bois. En France, bien sûr, on a les films d'été qui se passent à la plage, où toutes les classes se mélangent. Vous avez cité le film de Braque, Guillaume Braque, et un deuxième, à l'abordage. Et Ava. Voilà, en Allemagne, les films d'été, c'est en général les jeunes retournent chez leurs parents et leur annoncent leur homosexualité, ou les parents annoncent aux enfants leur divorce. Donc, et c'est absolument la vérité. Alors, approchons-nous encore de ce film-là. Il joue effectivement avec les codes, puisque la voiture tombe en panne, il faut prendre un raccourci. Il y a un rapport au sommeil et au rêve dès le début, puisque ça s'ouvre sur le personnage principal qui ouvre les yeux. Donc le début du film, comme ça, un travail sur les codes cinématographiques qu'on vient d'évoquer. Et puis le film a ensuite un déroulement assez mystérieux et du coup très beau,
puisque à la fois il raconte quand même la tentation sexuelle, l'éveil du désir, sauf qu'il est très très flottant, ce désir. On ne sait pas exactement dans quelle direction il va aller, quels couples vont être fondés, quel type de sexualité vont se déployer dans le cadre du film. Et puis on ne s'attend pas non plus nécessairement à cette dimension tragique, même si la présence du feu à 30 km dès le début du film indique que le danger se rapproche. Donc comment vous avez travaillé pour travailler à la fois dans le cadre des genres que vous venez d'évoquer, et en même temps pour affirmer cette liberté qui permet au film d'aller de la comédie des débuts, par exemple, à la dimension très tragique de la fin. Et la prochaine sera pour Paula. Gut. Ich soll ja antworten. Ja, man muss sagen, dass dort oben an der Baltiksee, also an der Ostseeküste, das ist eines der langweiligsten Meere, die man sich vorstellen kann, die Ostsee. Das ist ein Tümpel. Aber es hat die schönste Küste, die man sich vorstellen kann. Die Ostseeküste ist die schönste Küste und sie ist das Motiv der deutschen Romantik gewesen in der Malerei von Caspar David Friedrich. Donc il faut dire que la mer Baltique est la mer la plus ennuyeuse qu'on puisse imaginer, une sorte de petit étang. Mais cette mer la plus ennuyeuse qu'on puisse imaginer a quand même la côte la plus belle. C'est un paysage qui a joué un rôle important dans le romantisme allemand, notamment dans la peinture de Caspar David Friedrich. An dieser Küste ist Nosferatu mit seinem Schiff angekommen und hat die Ratten mitgebracht. Und das ist dort gedreht worden, genau dort gedreht worden, wo wir auch gedreht haben. Il faut dire que c'est la côte sur laquelle a accosté Nosferatu qui a emmené les rats. Et nous avons tourné exactement au même endroit. Und außerdem gibt es den Wald. Und wenn Deutsche Probleme haben, wir haben ja nicht so viele Meere, gehen sie an den Wald. Et en plus, il y a la forêt, et les Allemands, quand ils ont des problèmes, comme ils n'ont pas tellement de côtes, ils vont dans la forêt. Und in dem Wald, die Lichtung ist der wichtigste Ort für deutsche Träume. Et la clairière dans la forêt est l'endroit le plus important pour le rêve allemand. Und das war der Gedanke, den ich hatte, dass an diesen deutschen romantischen Traumorten das heute stattfindet. Et l'idée que j'avais était d'implanter le présent, le réel, dans ces lieux de rêve romantique allemand. Aber die Lichtung ist schon ein bisschen verbrannt, ausgedörrt. Der Wald fängt schon an zu brennen. Die Ostsee ist sehr stürmisch und man kann sich da kaum aufhalten. Und man hat das Gefühl, dass diese Traumlandschaften bald nicht mehr existieren, dass sie in Auflösung sind. Mais la clairière est déjà un peu desséchée, la forêt brûle, la tempête passe sur la mer. On a cette sensation que ces paysages de rêve n'existeront plus très longtemps et que tout est en train de disparaître. Und so kriege ich jetzt die Kurve endlich zu Erich Rohmer zurück. Ja? Ce qui me permet de revenir évidemment vers Rohmer. Ich habe immer das Gefühl, dass es bei Erich Rohmer auch immer um Filme geht, wo etwas in Auflösung ist und die Menschen versuchen, diese Auflösung aufzuhalten. Et chez Rohmer, j'ai également la sensation qu'il s'agit toujours de quelque chose qui est en train de disparaître et les êtres humains essayent d'arrêter ou d'empêcher cette disparition. Vous avez 2 heures pour traiter ce sujet. Au passage, dans le dossier Ich bin jetzt langsam auch in einer guten Kondition. Ich könnte jetzt hier so weitermachen. Ja? Je suis en bonne forme et je pourrais continuer. On va passer la parole à la salle dans quelques minutes, mais avant, une petite question pour Paula, juste avant. Au passage, dans le dossier de presse, Christian attribue à Godard une citation qui est « Le cinéma filme la mort au travail », et je crois que c'est une citation de Cocteau que Godard reprend, et que celui qui l'a prononcé pour la première fois, c'était Jean Cocteau. Je dis ça, c'était une parenthèse.
Ja, das Kino schaut dem Tod bei der Arbeit zu. Meinst du das? Ja, das ist Cocteau, Godard, das sind alle. Voilà. C'est Cocteau, Godard, l'un et l'autre. Voilà, je veux bien que vous nous parliez de ce rôle-là spécifique. Je vous en donne ma vision, comme ça, pour le plaisir, mais c'est que Paula a donc eu le prix d'interprétation féminine au Festival de Berlin pour le film précédent qu'ils ont fait ensemble avec Christian, Ondine, film génial. Et quand on voit à l'affiche Paula Baer dans un nouveau film encore de Christian Petzold, on s'attend évidemment à ce que ce soit tout de suite la star. Et d'ailleurs, le film me paraît jouer avec ces codes-là, parce que quand on regarde comment fonctionne, y compris à Hollywood, la mise en scène de la star dans le cinéma classique hollywoodien, la star se fait tout le temps attendre. Elle n'est jamais là au début. On l'attend, on la cherche. Et là, évidemment, dans le film, très longtemps, on l'attend. J'allais dire on l'attend et on l'entend, parce que les premières apparitions de Paula Baer dans le film, c'est quand même les cris de plaisir au lit, hors champ. Et évidemment, je trouve ça très drôle d'apparaître dans un film par ces sons-là, de plaisir. Je reviens au parcours du personnage. C'est un personnage assez étrange, puisqu'il fonctionne quand même à contre-temps tout le temps. C'est-à-dire qu'on découvre, il y a un rapport à la séduction tout de suite, je pense à la liberté qu'incarne ce vélo, je pense à la robe rouge. Et en même temps, chaque fois qu'on croit savoir quelque chose d'elle, on se rend compte que c'est pas vrai. Alors c'est par exemple la vendeuse de glace qui travaille pour l'hôtel, mais en fait ça cache autre chose. La bourse ratée, la thèse, etc., le travail littéraire. Et c'est vrai sexuellement aussi, où on pense qu'elle a un amoureux, et puis en fait, le fait qu'il change, lui, de partenaire, n'a l'air de lui poser aucun problème. Voilà, donc je voulais savoir comment vous avez travaillé ce personnage-là pour lui donner une consistance, alors qu'il est presque insaisissable pour nous, spectateurs. Alors je vais essayer de répondre en français, sinon je fais en allemand. Alors là, c'était la troisième fois qu'on a travaillé ensemble, donc pour moi, qu'on a travaillé sur Transit, j'étais vraiment un peu... Alors, j'étais vraiment un peu perdue dans la préparation, parce que pour moi, Marie, c'était vraiment difficile de non, j'ai besoin de bien sûr. Alors, c'était un peu difficile de trouver le caractère de Marie, ouais. Le personnage de Marie. Et j'ai eu vraiment des difficultés pendant la préparation au Transit, mais après la tournage du Transit et d'Ondine, j'ai vraiment confiance de travailler avec Christian, donc je fais confiance. Je fais confiance dans son méthode, quoi. Et quand j'ai lu le scénario, et Christian, avant, il m'a raconté l'histoire qu'on a eu au déjeuner. Et déjà, quand il m'a raconté l'histoire, j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau dans la façon comment elle veut raconter l'histoire. Et quand j'ai lu le scénario, tout de suite j'ai vu une un nouvel aspect. Et mais Sag's auf Deutsch, ich helfe dir jetzt. Und trotzdem habe ich et malgré tout, je me suis demandé, mais comment comme tu as déjà dit, comment je vais faire de trouver un caractère assez adulte et selbstsicher, selbstbewusst, qui est pleine d'assurance. Alors, qui est pleine d'assurance et qui fait son travail et en même temps elle fait ses études. Donc, comme tu l'as déjà dit, elle est très complexe et très difficile de vraiment comprendre. Mais là, j'avais la confiance dans la méthode de Christian qu'on va le trouver ensemble. Et quand j'ai rencontré les autres acteurs, j'étais sûre,
Il faut juste, comme Nadia en fait, il faut être présent dans le moment et comme ça on va trouver l'atmosphère de créer son caractère ensemble. Donc de plus en plus je travaille avec Christian, je me relaxe plus dans le travail et voilà. Merci. Qui pose la première question? Ouais. C'est une toute petite question, mais je n'ai pas compris la dernière image. Vous marchez, puis ensuite vous allez dans un fauteuil roulant. Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est drôle parce que pour le premier à Berlin, il y avait une dame qui m'a demandé exactement ça. C'était la même. Hein. Et elle m'a demandé qu'est-ce que c'est arrivé à Nadia, elle est malade ou qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment juste, Nadia, elle s'ennuie et ça c'est dans le... Ouais. Elle attend. Ouais, elle attend et c'est juste ça. C'est tout. Ouais, c'est tout. Alors moi, je peux répondre à la question? J'adore faire croire que je suis dans le film. Parce que moi, je me raconte autre chose sur cette fin-là, et donc je vais la soumettre à Christian et à Paula. C'est que c'est quand même les conditions de la retrouvaille, et puisqu'on l'entend au début mais qu'on ne la voit pas, on attend fortement les questions de la rencontre et éventuellement de la rupture ou des retrouvailles. Dans la rencontre, il y a ce jeu sur le double étage, puisque vous êtes à l'intérieur de la maison, en position de domination, et qu'il est dehors sur la pelouse. Et du coup, c'est un tout petit enfant qui s'adresse à une femme plus grande, plus belle, plus inaccessible. Et à la fin, quand il y a cette rencontre, le rapport a changé. C'est elle qui est plus bas, puisqu'elle est à l'intérieur du fauteuil, c'est elle qui est assise. Et donc lui est devenu adulte physiquement, il y a eu une inversion. Mais par ailleurs, ce qui est très beau, je trouve, c'est que dans le film, tous les personnages ont un moment où ils s'inventent une vie. Par exemple, c'est le très long récit, très drôle, à table, sur le vendeur de tapis. Où tout à coup, celui qui est censé être maître nageur sauveteur devient lui aussi un écrivain. Se met à raconter des fictions, quoi. Et en fait, la rupture, les retrouvailles, et la fin du film, du coup, pour moi, raconte aussi ça. C'est-à-dire que lui, il la voit et elle est dans un fauteuil, et donc c'est un embrayeur de fiction, je trouve. C'est-à-dire que tout à coup, il va partir de nouveau sur de mauvaises bases, parce qu'il va croire qu'elle est malade, et donc le film s'arrête comme ça, en suspens, sur une situation qui est fictionnelle et fausse, mais qui peut quand même donner naissance éventuellement à la poursuite de leur histoire. C'est ce que je me raconte comme spectateur. Je ne sais pas ce que Christian en pense. In den Western habe ich gelernt und in den Film Noirs habe ich auch ein bisschen gelernt, dass die Filme dann aufhören sollen, wenn die Figuren uns nicht mehr brauchen. Und das fand ich immer eine schöne Vorstellung, dass jetzt können wir auch nach Hause gehen, weil die brauchen uns ja auch nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo er zum ersten Mal sich aus seinem Versteck herausbegibt, er ist ja die ganze Zeit immer hinter Fenstern und versteckt sich und guckt und aus dem Versteck heraustritt, kann sie aus dem Rollstuhl aufstehen und was dann passiert, geht uns alle nichts mehr an. Und das gibt mir immer das Schöne, das ist für mich Trost im Kino, dass die ein Eigenleben führen jetzt. Dans le film noir et les westerns, j'ai appris une chose sur la fin des films. Il y a un moment où les personnages n'ont plus besoin de nous. C'est le moment où on peut s'en aller en tant que spectateur, on peut rentrer et ils commencent leur propre vie sans nous. Et c'est ça qui m'a plu. Et le personnage masculin qui se cache tout le temps derrière des fenêtres, des portes, à un moment, il sort de sa cachette et il voit la femme. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent, eux, à vivre leur vie sans nous. Ils n'ont plus besoin de nous. Merci, c'est pas tant une question, mais une observation. Je trouve ça quand même incroyable d'avoir à la fois deux personnes qui écrivent, deux écrivains en fait sur scène, Léon et Nadia, et bien évidemment Christian et certainement plein d'autres écrivains derrière Christian. Et ce que je trouve quand même super intéressant, c'est que il y a toujours le doute de qui écrit en fait. Est-ce que c'est
Léon qui a écrit l'histoire? Est-ce qu'il est en train d'écrire pendant et à la fin ce moment vraiment magique où Léon est en train de, ou plutôt l'éditeur est en train de raconter l'histoire que Léon a écrite? Mais et ça laisse toujours entendre, est-ce que c'est vrai tout ce qui s'est passé, ou est-ce que ça a été juste écrit par Léon? Et il y a eu le choix de bien montrer en fait que oui, ça s'est vraiment passé, c'était pas juste une invention, c'est pas juste une histoire. Et ça m'intéresse quand même ce moment-là. Ja, das Wunderbare am Kino ist ja, dass man, wenn das Licht ausgeht und die Projektion beginnt, dass man körperlich anwesend ist und gleichzeitig nicht mehr da ist. Und diesen Zustand, den man so somnambul nennen kann, den finde ich, der soll sich auch in den Geschichten widerspiegeln. Ja, selbst in den härtesten amerikanischen Actionfilmen hat man immer noch das Gefühl, in Traumlandschaften zu sein. Und das mag ich sehr. Ich hasse das, wenn das Kino in die Hände von Menschen gerät, die Träume nicht mehr zulassen. Ja, die das Kino benutzen, um Themen zu transportieren. Ja, deswegen finde ich das gerade alle Überlegungen richtig und merke einfach, dass die Menschen, die diese Überlegungen haben, Observation, das ist das französische Wort, was ich ja ganz toll finde, weil es in Deutsch so schlecht konnotiert ist. Wir observieren immer, der ist so wichtig, der Typ. Ja. Dann finde ich, alle Observationen sind finde ich, Entdeckungen im Traumreich. Je trouve votre observation tout à fait juste. Observation en français est un mot très beau, alors qu'en allemand, il a une connotation assez négative. C'est on observe les suspects. Et je pense que c'est ça la chose magnifique du cinéma. Dès que la lumière de la salle s'éteint et l'écran s'allume, on est physiquement présent et puis on n'est pas là en même temps. Et on a une sorte de mode d'existence un peu de somnambule. Et c'est une attitude pour les spectateurs, même dans les films d'action américains les plus durs, on peut observer ce phénomène. Ce que je déteste dans le cinéma, c'est quand le cinéma est utilisé pour diffuser des thèses et qu'on supprime cet espace de rêve auquel le spectateur a droit et qui est la beauté du Cinéma. Ich muss selber sagen, ich habe den Film noch einmal zur Hälfte angeguckt, als ich in Amerika jetzt war. Und ich habe mich selber über den eigenen Film totgelacht, muss ich wirklich sagen, weil der Einzige, der nicht arbeitet, ist der ununterbrochen von Arbeit spricht. Und ich habe mich da so wiedererkannt, weil ich so ein tief fauler Mensch bin. Ja? Und ich kann dieser Faulheit nur bekämpfen damit, dass ich dauernd arbeite. Sonst glaube ich, verfaul ich. Ja? Und das hat mir deswegen konnte ich über diese Figur lachen, weil in der so auch so viel von mir doch drin steckt. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai re-regardé une grande partie du film et j'ai tellement rigolé parce que je me suis reconnue dans l'écrivain, dans le personnage qui dit tout le temps qu'il doit absolument travailler et qui est le seul qui ne travaille pas. Et je me suis bien sûr reconnue dans ce personnage et je ne peux lutter contre ma tendance fatale à la paresse qu'en travaillant tout le temps. Alors c'est ce que j'allais dire, le film, dans sa dimension d'autoportrait, il donne pas tellement envie de partir en vacances avec Christian. Parce que quand même il fout rien, enfin, je veux dire. Et pendant une demi-heure, on le voit refuser tout, de participer aux tâches ménagères, de faire la cuisine, de se baigner, de se laisser happer par la séduction. En fait, le personnage passe sa vie à refuser de vivre, et quelque chose de cet ordre-là. Et évidemment, ça pourrait être très très ennuyeux pour nous, parce que du coup, le personnage qui refuse à ce point, qui ne fait qu'observer les choses, et en même temps, ça ne l'est pas parce que ça devient drôle, et qu'on est entre le rire et le sourire selon les moments.
Je voudrais savoir comment ça a été travaillé et qu'est-ce que ça raconte quand même dans l'effet de miroir de la position, de la bonne position du créateur, de l'artiste. Parce que là, il est dans une espèce de distance permanente au monde. Ah oui, j'ai une hypothèse là-dessus, je la développe après. Das ist eine Pflaume. Ja? Das ist eine Pflaume aus dem 19. Jahrhundert, der hier Künstler spielt. Und ich muss sagen, diese Schauspieler, mit denen ich hier gearbeitet habe, sind hochintelligent, die besonders. Ja? Und die haben bei einer Probe an dem Tag, wo wir die Szene mit dem Roman Club Sandwich, ja, den der Verleger vorliest, als wir diese Szene geprobt haben, haben die so schlecht über diesen Roman Club Sandwich gesprochen und haben den ausgelacht. Und da war ich gekränkt, weil ich den Roman ja Club Sandwich ja auch geschrieben habe. Und als sie dann mitbekamen, dass ich gekränkt bin, haben die mich gefragt, wie denn mein zweiter Film gewesen ist. Und da sagte ich, das war so ähnlich wie sein zweites Buch. Ich habe Regisseur gespielt, wie er Schriftsteller spielt. Und dann haben sie mich gefragt, wie denn mein zweiter Film hieß. Und dann habe ich gesagt, Cuba Libre. Und dann fingen die an zu lachen und sagten, Club Sandwich, Cuba Libre. Das ist dasselbe Wortbild. Ja? Das ist ein Menü, das kann man bestellen. Ja? Und da wusste ich, dass ich vielleicht durch diese Schauspieler von meinem eigenen Künstler-Ego ein wenig befreit worden bin. J'avais la chance de travailler avec une équipe d'acteurs extrêmement intelligents, parmi les plus intelligents est Paula. Et à un moment, on a travaillé cette scène où on lit un extrait du roman qui s'appelle Club Sandwich. Et les acteurs ont éclaté de rire en lisant ce roman, ce qui m'a un peu vexée parce que j'étais moi l'auteur de ce roman. Et puis ils m'ont demandé, mais comment s'appelait ton deuxième film? Et j'ai dit, il s'appelait Cuba Libre. Et ils m'ont répondu, mais c'est comme un menu, on peut tout commander. Et j'ai dû admettre que j'étais moi, exactement en tant que réalisateur, dans la même position que cet écrivain, que je jouais au réalisateur, mais que je n'étais rien, que je ne faisais rien. Et grâce à l'intelligence de mes acteurs, j'ai été un peu délivrée de mon ego d'artiste. Durch Komödie. Par la comédie. Je prolonge sur une idée, juste comme ça, en passant. En fait, je vais développer un tout petit truc. Dans la discussion qu'ils ont avec Félix sur les photos qu'il doit prendre, ce qu'il lui reproche, c'est « mais ils vont pas regarder la mer, ils vont te regarder toi, photographe ». Et en fait, ça me paraît parler de la position qui est la sienne en tant qu'artiste. C'est-à-dire que lui, il pense que la bonne distance, c'est le retrait, qu'il faut s'effacer. Ce qui fait que dans la vie, là, tous les jours, il s'efface. D'ailleurs, il se planque très souvent derrière les fenêtres. Il y a plusieurs plans au début du film où il regarde par la fenêtre et on fait un petit travelling latéral pour pouvoir regarder ce qu'il est en train de voir, et en l'occurrence, si possible, Paola. Et donc, j'ai l'impression que dans l'alternative que propose le photographe et l'écrivain ici, il y a vraiment une interrogation sur quelle est la bonne position dans le rapport au monde. Est-ce que c'est d'être de loin, de regarder les autres agir, d'être purement observateur, ou au contraire de se confronter aux autres, ce qui est ce que propose Félix, sauf que cette confrontation finit en l'occurrence par un rapport amoureux et la mort, comme dans le poème de Heine. Das ist richtig. Also man würde sagen, das ist richtig. Ja. Und ich glaube, dass alle Künstler davon leben, dass man etwas gesehen haben muss. Man kann das mit Hilfe von Apparaten, man kann das mit Hilfe von Freunden, man kann es auch selber schaffen, etwas zu sehen. Und von diesem Sehen müssen die Werke erzählen. Und der arme Leon, die Pflaume eben, ja, der sieht nichts mehr. Und das ist furchtbar für ihn. Der Schauspieler, der Thomas Schubert, der ein fantastischer Schauspieler und ein großer, netter Mensch ist, der war glücklich, als wir die Proben hatten
weil wir alle um einen Tisch rumsaßen und Filme geguckt haben und den Text gelesen haben. Aber am ersten Drehtag kam er zu mir und sagte, das ist ja jetzt vorbei, ich gehöre ja nicht mehr zu denen. Und das war wirklich so. Er war 2 Monate lang komplett isoliert, weil die anderen spielten ein Leben und er konnte das nur beobachten. Und ich finde, diese Empfindung, die spielt er, die empfindet er wirklich hier, dass, wenn der andere Fotos zeigt, ihm vom Meer und von den Menschen dort in Porträts, dann erzählt er ihm, ich habe etwas gesehen. Ja? Und der ist eifersüchtig und neidisch, dass andere Leute etwas sehen. Oh, du bist so müde. Wir sind so fertig. Okay, du setzt jetzt mal, magst du dich ein bisschen setzen? Nee, wenn ich mich hinsetze, dann schlafe ich auf der Stelle ein. Ja? Wie Leon, dann schlafe ich ein. Ja? Avant que Christian va s'endormir de fatigue, je vais vous traduire quand même son dernier propos. Vous avez totalement raison, c'est absolument juste. Et je crois que tous les arts vivent du fait que quelqu'un a d'abord vu quelque chose, soit de ses propres yeux, soit par la caméra, soit que des amis l'indiquent ou lui montrent quelque chose. Et le personnage de Léon est quelqu'un qui a perdu la capacité de voir. Et c'est un acteur absolument fantastique, une personne très très agréable et sympathique. Et quand on a fait les répétitions avant le tournage, on était tous assis autour de la table et on a lu le scénario. Et le premier jour de tournage, il est venu me voir et il m'a dit « Bon, malheureusement, ça, maintenant, pour moi, c'est fini. Les autres vont jouer, ils vont continuer de vivre dans cette atmosphère et moi, je dois rester dehors. » Et je crois qu'il a exactement mis le doigt sur le point qui était la chose à voir dans ce film. Je pensais il y a 5 minutes au film qui a gagné le Grand Prix à Cannes cette année, The Zone of Interest de Fraser, c'est ça? Et je me demandais si ça avait une résonance chez vous, parce que je vois à peu près des similitudes entre les deux films, même si je n'ai pas vu le grand film. Ach so. Et dans l'Obscène, par exemple. Ich habe den Film nicht gesehen, in Cannes lief, weil es war noch keine Möglichkeit, den zu sehen, aber der noch nicht im deutschen Kino zu sehen ist. Ich bin mir aber sicher, dass der toll ist, weil der ist von Jonathan Glazer und den liebe ich, den Regisseur. Der ist besetzt von derselben Casting-Agentin, die auch unseren Film besetzt hat. Deswegen habe ich ein bisschen von diesem Film mitbekommen. Diese Casting-Agentin Simone Bär ist im Januar verstorben, was uns alle, wegen Jonathan Glazer und auch uns alle sehr traurig gemacht hat. Und ich glaube, dass das ein sehr schöner Film ist. Aber mehr kann ich auch nicht sagen dazu. Je crois que c'est un film formidable, le film de Jonathan Glazer. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir à Cannes et il n'était pas encore au cinéma en Allemagne. Mais nous avons la même dame qui a fait le casting du film, Simone Hébert, qui est morte en janvier, qui est une énorme perte pour nous tous. Mais j'adore ces films et je pense que c'est un film formidable. Je ne peux pas vous en dire plus, justement parce que je ne l'ai pas encore vu. Allez, j'en pose une à chacun d'entre vous, peut-être d'abord pour Paola. Dans le dossier de presse, Christian raconte que vous ne vouliez pas répéter la scène du poème de Heine. Expliquez-nous pourquoi, en tant qu'actrice, vous pensiez qu'il ne fallait pas la répéter, celle-là, et qu'il fallait tourner directement. Alors peut-être c'était parce que on a eu une autre scène, la scène où Nadia dit du weißt doch selber, dass es Bullshit ist. Tu sais toi-même que c'est bullshit. Alors qu'on a lu le scénario de Léon. Et là, Nadia a eu un dialogue très très différent. Et quand on a fait la répétition, j'ai dit à Christian, bah, pour moi ça ne marche pas vraiment. Pour moi, elle dit trop, elle explique trop pourquoi elle n'aime pas le manuscrit, oui. Le manuscrit de Léon. Et Christian a dit, bah, tu as raison, c'est un peu moi
qui parle der durch Nadia spricht, à travers Nadia, parce que Christiane, elle a étudié Literaturwissenschaft, les lettres. Et je pense que ça, c'était avant cette scène-là. Et après, Christiane m'a dit, il faut qu'on répète la poème. Et moi, j'avais un peu peur de perdre oui, la spontanéité, mais en même temps, vraiment le sentiment qu'elle a pour cette poème. Parce que pour moi, la poésie est quelque chose de très intime et qui peut dire un peu la vérité de la vie dans une seule phrase. Donc pour moi, c'était pas la question comment elle raconte cette poème, mais pourquoi elle a choisi cette poème pour être son poème préféré. Donc on a fait la répète pour la scène, et c'était là en fait la première fois que j'ai dit le poème à quelqu'un d'autre. Et c'était là quand Christian a dit bah non, c'est pas fait comme ça parce que c'est vraiment quelque chose d'autre qui compte dans ce moment. Donc ouais, j'ai décidé de ne pas répéter, mais c'était bien pour la scène parce que pour Nadia aussi c'est un peu elle avait honte de s'ouvrir à les autres et peut-être avoir la situation que les autres disent bah, c'est quoi ce poème. Donc pour elle c'est un moment très émouvant et très grand de partager avec les autres. Merci. Peut-être la dernière pour Christian. Pardon, oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Ich habe ja Literaturwissenschaft studiert und ich hatte an diesen Tagen, wo wir dort gesessen haben und dieser Tag des Heine-Gedichtes immer näher rückte, wollte ich vor den Schauspielern nochmal so richtig erzählen, was ich so drauf habe. Und dann dachte ich mir, Paula, wir können uns ja mal treffen, dann gehen wir das Gedicht mal durch und das sind so interessante Sachen, die der Heine da eingebaut hat. Ja? Dann habe ich noch erzählt von Kleist und von seinen Briefen, die er geschrieben hat und so. Und ich dachte, ich könnte mich ein bisschen Leon-mäßig in den Mittelpunkt rücken. Und dann sagte Paula, nee, lass das mal sein. Und das sagt sie immer, lass das mal sein. Und letztendlich hat sie recht. Aber für eine halbe Stunde muss ich dann zum Catering gehen und mir erstmal ein eiskaltes Getränk holen, um da wieder runterzukommen. Weil ich hatte mich echt vorbereitet, ja, auf diesen Asra von Heinrich Heine. J'ai moi-même fait des études de lettres, donc je pensais que le poème était un moment où je pourrais vraiment briller devant les acteurs et leur montrer ce que je savais et tout. Et puis Paula m'a regardée, elle m'a dit « Ah non, laisse tomber ». Ce qu'elle me dit de temps en temps. Et quand elle me dit, je sais qu'elle a raison de me le dire, mais ce sont des moments après lesquels je dois aller à la cantine et boire une boisson rafraîchissante pour m'en remettre. Alors, puisqu'on parle du froid, on va se terminer sur le chaud. Le film s'appelle Le ciel rouge. Il va sortir dans un contexte où toute l'Europe vient de cramer. Les incendies sont partout et tout à coup, il y a une espèce de résonance très forte avec l'actualité européenne. Et évidemment, on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir si, derrière cette présence des flammes, que rien n'arrête, alors qu'on pense sans cesse qu'elles sont repoussées, que le vent pousse dans l'autre sens, etc., que les feux sont maîtrisés, on ne peut pas ne pas y voir une métaphore écologique ou politique. Quelle est votre position par rapport à cette lecture-là que le film va probablement provoquer chez des spectateurs ou chez des critiques? Ich habe so ein bisschen gemerkt, dass diese von dir ganz am Anfang beschriebenen Sommerfilme, ja, ob das nun Homer ist oder ob das die Amerikaner sind, dass diese Sommerfilme eigentlich das Gefühl, wenn man sie jetzt sieht, einem geben, es wird noch Tausende von Sommer geben, in denen Tausende von Generationen sich finden müssen. Und ich habe in diesen letzten 2, 3 Jahren in den Gesprächen mit meinen Kindern, meistens aber auch unter uns, das Gefühl, dass die Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass es so viele Sommer noch geben wird. Und das ist etwas, was mich beunruhigt und was ich finde, was dieser rote Himmel, der nicht der Himmel der Morgendämmerung ist, wo etwas Neues geschieht, sondern der Himmel, der wahnsinnige Gefahr ist,
was wie eine Glocke über unsere Geschichten liegt. Lorsqu'on regarde les films d'été français ou américains, on a l'impression qu'il y aura encore de multiples étés, des milliers d'étés qui vont se passer après celui-là. C'est une sensation qu'on n'a plus lorsque je parle avec mes enfants. Je m'en suis rendu compte. Je m'en suis également rendu compte quand j'ai parlé avec des gens un peu partout. Et c'est une chose qui m'inquiète énormément. On a l'impression qu'il y a une sorte de cloche qui se pose sur notre monde. In dieser Gegend, in der wir gedreht haben, waren die Sirenen zu hören von den Waldbränden, die gab es ja wirklich. Und die Rechtsradikalen leben dort in der Gegend und machen alles unsicher. Und für mich ist die Naturzerstörung und der Rechtspopulismus derselbe Scheiß, muss ich wirklich mal sagen. Dans le paysage où nous avons tourné, on entendait tout le temps les sirènes et la forêt brûlait véritablement. C'est une région également où l'extrême droite est extrêmement forte et je crois les catastrophes climatiques et l'extrême droite, c'est le même problème pour moi. Est-ce que le ciel rouge et le ciel bleu au-dessus de la mer en rapport? Ja, es gibt da schon einen Zusammenhang. Ich finde, ein roter Himmel ist beängstigend und der blaue Himmel erzählt immer noch, dass man da draußen ist. Es passiert vielleicht noch etwas, was uns Freude macht. Oder dass es noch einen Sehnsuchtsort gibt. Es gibt den Anfang von Melvilles Moby Dick, sagt der Erzähler, dass in allen Gemälden irgendwo immer ein Wasser zu sehen ist. Und dass die Menschen, wenn sie Probleme haben, ans Wasser gehen. Ja, an Brücken, an die Seine, ans Meer, ja, an den Teich, an die Bank. Und der blaue Himmel hat was damit zu tun. Da gehen die hin, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Les êtres humains, quand ils ont des problèmes, ils s'approchent de l'eau. Je pense au début de Moby Dick où le narrateur dit quand les gens ont des problèmes, ils s'approchent des eaux, de la Seine, des mers. Et je pense que peut-être quand on regarde le ciel bleu, on pense qu'il y a encore quelque chose de positif qui peut se passer. Alors sur le positif, je rebondis quand même juste pour énoncer un contraste que vous citez dans le dossier de presse. C'est que l'image des corps enchevêtrés des deux amants, qu'on ne peut pas détacher l'un de l'autre, qui provoque le souvenir de l'image des gens de Pompéi, du couple de Pompéi. Vous dites, oui, mais d'une certaine façon, si j'ai bien compris, le personnage se trompe, parce que l'éruption volcanique de Pompéi, on n'y peut rien, elle est fatale. Alors que les incendies qui ravagent l'Europe, pour le coup, souvent, l'homme en est encore responsable, et donc on peut encore agir. Est-ce que vous pouvez juste développer ça pour terminer? Das habe ich doch ins Presseheft reingeschrieben, glaube ich. Oder ich weiß es nicht genau. Habe ich das so geschrieben? Ich glaube schon, das habe ich auch so geschrieben. Doch. Ins Deutsch. Aber das ist natürlich richtig. Aber ich wollte noch was echt kinematografisch Interessantes erzählen, was damit zu tun hat. Donc ça c'est, votre remarque est juste, mais je voulais ajouter quelque chose qui d'un point de vue cinématographique est intéressant. In einem meiner Lieblingsfilme von Roberto Rossellini, Viaggio in Italia, geht Ingrid Bergman nach Pompeji durch die Ruine und es werden die beiden zwei Körper gefunden, in meiner Erinnerung, die sich im Moment des Todes, als sie von den Lava-Staub bedeckt werden, umschlungen halten. Dans un de mes films préférés de Rossellini, Le Voyage en Italie, Ingrid Bergman marche dans les ruines de Pompéi et on trouve le corps de deux amants qui se tiennent embrassés. Und Ingrid Bergman weint, weil ihre Ehe gerade zerfällt und vor ihr werden zwei Liebende aus dem Erdreich geholt. Et Ingrid Bergman pleure parce que son mariage est en train de sombrer et devant elle, elle voit comme on sort de la terre deux amants.
Deswegen hatte ich ins Drehbuch geschrieben, in dem Moment, wo er unten in der Pathologie ist, sehen wir diese Sequenz aus Viaggio in Italia. An die erinnert er sich. Ich erinnere mich an einen Film, Viaggio in Italia, weil ich mir sicher war, dass man diese beiden Körper sieht. Et donc j'avais inscrit dans le scénario que à ce moment-là, quand on voit ces deux mains enlacées, on verra un extrait de ce film, parce que j'étais sûre que celui qui regarde voit exactement devant son œil cette séquence. On l'a vu. Il n'y est pas, mais on l'a vu. Ja, genau, das ist Kino. Das ist nicht drin, aber wir haben es gesehen. Das ist genau das. Ich habe mir diese DVD angeguckt, das ist nicht zu sehen. Ja? Die machen da irgendwas und plötzlich sagt die Stimme von dem Führer, ja, sagt, oh, zwei Körper, die sich umschlungen halten. Und sie fing an zu weinen. Und das, wir haben es nicht gesehen. Aber wir bilden uns ein, es gesehen zu haben. Und wenn der Jean-Luc Godard sagt, dass Montage immer bedeutet, dass 1 und 1 3 ergeben muss, ja, ist das so ein Moment. Donc on a l'impression de l'avoir vu, mais on ne l'a pas vu. Et dans le film de Rossellini, c'est exactement pareil, on ne voit rien. Mais tout le monde a l'impression de l'avoir vu. Et si Godard dit 1 plus 1 doit faire 3 dans le montage, c'est ça le cinéma. C'est eben Gustave, der nickt immer so. Gustave se fout la tête. Parce que, pardon, c'est pas une citation de Godard. Je dois dire qu'on est fatigué. Heute Morgen um 7 Uhr aus Berlin gekommen. Je suis arrivée. Merci beaucoup à tous les trois. De bonne suite de présentation. Merci.